est 15 heures pile, donc je propose que ben voilà, on respecte la politesse des rois, comme on dit, et que on essaie de démarrer à l'heure pour finir à l'heure, voilà, sur ce deuxième webinaire du réseau de recherche qualité de vie au travail en santé. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Voilà, et du coup, on accueille aujourd'hui donc Edith Salès-Villemain pour ce second webinaire. Edith est professeure de psychologie sociale, en psychologie du travail à Dijon et dirige le laboratoire PsyDREPI, mais elle se présentera peut-être. Voilà, plus longuement, elle est également la vice-présidente en charge de la qualité de vie au travail à l'Université de Bourgogne. Donc, elle a vraiment les mains aussi dans le cambouis, pas que la tête dans les nuages de la QVT, mais elle a aussi les mains dans la réalité quotidienne de la qualité de vie au travail et notamment des enseignants-chercheurs et des professionnels du monde universitaire. Donc, il y a aussi peut-être des passerelles ou des ponts ou des transpositions à faire entre ces univers que sont le secteur hospitalier, le secteur médical, le secteur sanitaire et médico-social et peut-être le secteur académique. Peut-être ça viendra dans les questions. En tout cas, aujourd'hui, tu vas nous présenter un travail de longue haleine de construction d'échelle de mesure de la qualité de vie au travail à travers les travaux autour de cette échelle Qualtrascale. Voilà, donc on est ravis de t'écouter. Peut-être juste avant de te laisser la parole, juste un petit mot sur ces webinaires. Voilà, le premier dont le replay est disponible sur la chaîne YouTube du réseau R2QVT en santé, du réseau de recherche. Bah, tu as eu la gentillesse de mettre l'adresse, je pense, là, Oui, sur ta première diapo. Et puis, moi, je diffuserai à la fin une diapo aussi où il y a le lien, que l'on peut retrouver aussi sur notre page LinkedIn. Hein, voilà, parce que ce sont nos seuls médias pour l'instant de communication vers l'extérieur, on va dire, médias sociaux. On n'a pas de site internet pour l'instant. Voilà, alors quelques petits mots sur ces webinaires. Le premier, je disais, était en replay et était porté sur une approche panoramique du bien-être au travail que nous a livré Olivier Bachelard. Hein. Notre ambition avec Didier Truchot, qui co-organise avec moi le webinaire, les webinaires, le programme des webinaires, comme tu le sais, Edith, et ben, c'était voilà, de donner à voir nos travaux de recherche, la conceptualisation sur la question de la qualité de vie au travail et d'échanger avec les professionnels. Et quand je vois le nombre de participants déjà avec 42, 43, la jauge n'arrête pas de monter, je me dis que voilà, sans doute ça fonctionne aussi. Il y a sans doute des collègues des autres laboratoires de recherche qui constituent, hein, qui sont adhérents du réseau de recherche QVT en santé, puisque c'est un réseau avant tout de chercheurs mais qui souhaitent finalement se donner à voir ou donner à voir la recherche auprès des professionnels de l'écosystème de la QVT, que ce soit les professionnels de terrain, hein, qui sont quelquefois nos objets d'étude, et puis voilà, les référents QVT, des ARS, des établissements sanitaires, médico-sociaux, les professionnels de santé, et puis aussi les cabinets de conseil, les consultants qui interviennent dans ce champ-là. Et donc, ben, on est, voilà, on est ravis de ce programme de webinaire. Voilà, notre réseau est jeune, il est constitué d'une quinzaine de laboratoires de recherche spécialisés enfin, dont les travaux portent sur la qualité de vie au travail et les risques psychosociaux dans le secteur santé. Voilà, il y a une jeune existence. C'est un réseau pluridisciplinaire. Il y a des psychologues du travail, des ergonomes du travail, des chercheurs en sciences de gestion, en sociologie du travail, ou des professions, ou de la santé, en droit du travail, voilà,
médecine du travail. Donc voilà, c'est un réseau très pluridisciplinaire. Et donc, on est ravis de t'écouter. Je donnerai peut-être à la fin quelques actualités, notamment autour de notre future journée d'études qui aura lieu à Lille. Voilà, mais enfin, voilà, donc on est ravis de te donner la parole. Puis j'ai peut-être oublié de dire quelque chose, Edith, c'est que tu es aussi vice-présidente du R2 QVT quand même, à nos côtés. Et voilà, donc tu connais bien notre aventure. Oui, Je te mais je remercie la pour. partage voilà, depuis le début, effectivement, avec joie, parce que j'ai aussi pu rencontrer des personnes très intéressées par la question de la qualité de vie au travail en santé, et donc d'autres horizons, et ça a été pour moi une belle occasion. Alors oui, je voulais juste rajouter des petites choses. Donc effectivement, tu as tout dit, hein, Mhm. Mathieu. Simplement dire que je connais le milieu de la santé depuis fort longtemps, déjà parce que j'interviens en IFSI auprès également des sages-femmes, des cadres de santé, des infirmières puères. Donc j'ai comme ça un ensemble d'enseignements, plus auprès des médecins, notamment dans le cadre des options humanité, comme on dit. Donc, il y a beaucoup d'interventions en termes de formation, comporte aussi un parcours autour des cadres de santé. On les forme à la qualité de vie au travail. Et donc, là aussi, on a été au sein du laboratoire très euh, précis hein, sur ces questions-là. Et on a cherché toujours à, à, à allier recherche et formation, bien sûr, et aussi terrain. Alors, sur ma présentation d'aujourd'hui, l'idée est de vous présenter une échelle de mesure qu'on a mis au point au sein du laboratoire, qu'on appelle la Qualtra Scale. Et l'objectif de cette échelle de mesure, c'est véritablement de pouvoir passer, je dirais, du diagnostic au plan d'action. Donc, c'est vrai que depuis mes fonctions de VP qualité de vie au travail, j'ai compris tout l'intérêt de pouvoir mettre en place des plans d'action et donc de ne pas rester à la phase uniquement diagnostique. Donc, c'est un peu l'intérêt de cette échelle. Alors, je ne vais pas vous abreuver, simplement vous dire qu'effectivement, le travail a été financé par la région et également par les MSH de Dijon et Besançon. Également dire que je passe seule sur le bateau. J'ai des collègues avec lesquels je travaille maintenant depuis un certain nombre d'années, depuis plus exactement 2014, au moment où on a commencé à développer les travaux sur la qualité de vie au travail, et donc notamment Brigitte Minando, Julien Chappé, des doctorants, Morgane Gélin et Adrien Dollard, et également un collègue, Fabrice Gabarro. Alors, pour démarrer un peu sur la question de la qualité de vie au travail, juste une petite introduction sur les enjeux de la qualité de vie au travail, notamment la question du cadre réglementaire. Alors, pourquoi? Parce que ce cadre réglementaire a évolué et ça va m'amener à vous préciser quelque chose un peu précis concernant les conditions de travail. Donc, on a effectivement l'ANI 2013 hein, qui nous renseigne sur la question du diagnostic qualité de vie au travail, a intégré au sein des organisations de travail et notamment dans le document unique d'évaluation des risques psychosociaux, ce qu'on appelle le DUERP. Et donc cela a amené à s'intéresser à la qualité de vie au travail. Quand on regarde l'année 2020, eh bien, on met l'accent sur les conditions de travail, donc QVCT, hein, le C de conditions de travail. Et donc on va ne pas intégrer hein, dans les conditions de travail des choses aussi larges que ce qu'on avait au départ. On a également le cadre réglementaire du Code du travail qui oblige à une négociation annuelle hein, autour de la QVCT dans le cadre de ce qu'on appelle le dialogue social. Également la loi santé au travail qui de plus en plus vise à décloisonner hein, la question de la santé publique et de la santé au travail avec une modernisation des services qui sont chargés justement de la prévention de la santé au travail. Et puis, voilà, de manière plus considérer ça d'un point de vue plus intégratif. Alors, je dirais que ça a amené des questions, cette évolution du cadre réglementaire, et des questions notamment concernant la démarche QVT, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va mettre en place justement pour être dans de la prévention primaire, voire ce que certains chercheurs euh, prônent, la prévention, la promotion hein, de la santé au sein des organisations de travail.
Donc l'idée est d'améliorer les conditions de travail pour ne pas travailler en tertiaire, c'est-à-dire dans l'accompagnement des personnes, comme traditionnellement c'était plus facilement fait sur la question du stress et des risques psychosociaux. Et puis la troisième question qu'on va se poser, c'est la question des outils de mesure, c'est-à-dire que pour pouvoir mettre en œuvre une démarche QVT, il faut des outils valides. Alors valides, c'est-à-dire qui sont censés mesurer qui mesurent ce qu'ils sont censés mesurer, donc avoir des propriétés particulières des outils qui répondent bien à cet objectif, des outils aussi adaptés aux conditions de travail qui sont multiples dans les organisations et aussi faciles à remplir pour les salariés parce que arriver avec un outil de diagnostic, ça je le sais pour l'avoir fait au sein de mon université, un outil de diagnostic qui est trop loin à remplir, on le sait, on perd une partie des répondants et aussi on a parfois des réponses qui ne sont pas forcément des réponses qui sont réfléchies. Alors, le deuxième point que on sait, enfin en tout cas la deuxième question qui a été la nôtre, ça a été de s'intéresser à la question de l'objet d'évaluation. Qu'est-ce qu'on évalue dans la qualité de vie au travail? Et ça va être une réflexion qui va être globale et très importante, c'est qu'est-ce qu'on met finalement dans l'outil. Et c'est important parce que derrière, il y a un diagnostic. Si on n'y met pas certaines dimensions, alors elles apparaîtront pas dans le diagnostic et soit elles pourront pas être intégrées dans un plan d'action, ou soit elles seront écartées, ignorées pour des raisons qui peuvent être très différentes, pratiques, voire même plus politiques d'établissement. Et puis deuxièmement, la question est qu'est-ce qu'on mesure? C'est-à-dire qu'est-ce que le construit subjectif qu'il y a derrière l'échelle qu'on va utiliser et donc l'outil. Alors, pour ce qui concerne les caractéristiques du travail, puisqu'on est sur la cuvée CT, on retrouve des travaux assez bien identifiés dans la littérature. Donc, je vous en ai donné quelques-uns. Il y a Walton, 75, le plus ancien. On a Ackman et Ottman, 76, et puis Mirvis et Lawler, plus récemment, 1984. Et quand on regarde, donc je vous ai mis des codes couleurs, quand on regarde en fait les différentes caractéristiques du travail qui sont finalement mises au sein des définitions qu'on va utiliser la qualité de vie au travail, eh bien ça va être par exemple moi je relirai à environnement de travail, la question de l'environnement de travail sécuritaire, les conditions de travail sûres et saines. On peut avoir aussi des aspects liés aux conditions de rémunération, avec du salaire équitable, une rémunération adéquate et juste. On peut avoir aussi des aspects liés à l'évolution d'emploi, possibilité de pouvoir évoluer, développer ses compétences, avoir des possibilités d'avancement. Donc, je vous donne des exemples. L'organisation des tâches et du travail, notamment du travail collectif, la question de l'autonomie dans le travail, le contrôle et la régulation de la tâche, le feedback, et puis on a un ensemble de facteurs, j'allais dire, qui sont en lien avec le rapport au travail, l'attitude au travail, que parfois on intègre même dans la mesure, comme par exemple la citoyenneté dans l'organisation de travail ou l'identification à la tâche. Donc il y a quand même des niveaux un petit peu différents, d'une part, de qu'est-ce qu'on évalue des conditions de travail et qu'est-ce qu'on évalue en termes de relations mesurées. Alors sur la relation mesurée, on appelle ça un construit subjectif, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce qu'on va mesurer lorsqu'on présente l'outil et quand on va présenter cet outil concernant les caractéristiques du travail, quelle est la relation que l'on va établir entre le répondant, celui qui va répondre au questionnaire, et l'objet. Donc là, il y a une grande, je dirais, convergence autour de la notion de satisfaction à propos de l'environnement de travail ou satisfaction à propos des conditions de travail. Donc on a différentes théories, notamment la théorie de la divergence, qui est une théorie qui a arrêté un peu notre regard, qui a été développée par Locke en 1984. Et cette théorie, en fait, a
un intérêt particulier, c'est qu'elle met l'accent sur le fait que finalement, cette satisfaction, elle va rendre compte d'un écart qui va exister entre, d'une part, ce que l'individu perçoit de ce qui doit ou devrait être, c'est-à-dire finalement ce que nous, on a appelé une attente, voire un idéal, qu'est-ce qu'il aimerait dans sa projection, et d'autre part, le vécu réel de sa situation de travail. Alors ça, c'est vraiment la base même d'ailleurs de l'échelle Qualtra Scale. Alors je vous donne des exemples par rapport à ce que doit ou devrait être le travail. Eh bien, on sait qu'il peut y avoir des effets générationnels par rapport à ça. Par exemple, je vous ai donné l'exemple du sondage OpinionWay de 2023 qui montre que pour les générations les plus jeunes, ce qui doit être finalement le travail, ce qui est attendu, c'est plutôt la question de l'organisation du travail et du sens au travail, et moins l'évolution professionnelle et de carrière qui sera plus présent par contre chez les plus anciens. Alors, tout ça pour dire que l'idée, c'est qu'il va y avoir une prise en compte des attentes et de l'autre côté de la situation réelle, et puis que par rapport à ces attentes, elles ne sont pas toutes au même niveau, c'est-à-dire que finalement, certains vont prioriser certaines dimensions et d'autres pas. Sauf que dans les échelles existantes, toutes les dimensions sont à même niveau. Alors, les échelles de mesure qui existent sont nombreuses. Hein. Nous, on s'est arrêté sur 2 échelles de mesure qui avaient pour nous un intérêt, je dirais, important. Alors, parce qu'elles sont reprises dans la littérature et parce qu'elles sont une approche qui renvoie un peu à ce que l'on attendait de cette question de la qualité de vie au travail. Alors, on a l'échelle qu'on appelle WORKL, qui est l'échelle de Work-Related Quality of Life Scale, qui est une échelle qui a été développée par Van Laar et collaborateurs en 2007, qui est une échelle qui comprend 24 items qui sont structurés en 6 dimensions. Et en fait, le 24 item, c'est ce qu'on appelle l'overall, c'est-à-dire c'est une prise en compte de la satisfaction par rapport à la qualité de vie au travail, mais toutes dimensions confondues. Donc, on a 6 dimensions qui sont, par exemple, la satisfaction au travail vis-à-vis de la carrière, le stress au travail, les conditions de travail, le contrôle au travail. Alors, attention, le contrôle au travail, c'est pas contrôler son travail, c'est un faux ami, hein, c'est se sentir impliqué dans les décisions qui sont prises au sein de l'organisation de travail. Il y a l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Il y a le bien-être au travail. Et il y a ce fameux 24e item qui est ce fameux overall qui dit tout simplement, globalement, est-ce que vous êtes satisfait par rapport à votre qualité de vie au travail? Alors, je vous ai donné des exemples d'items, comme pour la satisfaction au travail, avoir des objectifs clairs et des opportunités de carrière, le stress, être sous pression, les conditions de travail, l'employeur fournit les conditions matérielles hein, de travail, le control at work, je vous ai déjà dit, l'équilibre vie pro-vie perso, c'est les horaires notamment, et le general well-being, c'est être satisfait de sa vie en général. Alors, cette échelle nous avait paru très intéressante et d'ailleurs, on l'a utilisée comme point de comparaison par rapport à l'échelle Qualtra Scale pour la validité qu'on appelle divergente. Alors, cette échelle est intéressante, sauf que ce qui nous posait souci, c'est qu'elle intègre finalement dans l'échelle le stress et le well-being, alors qu'on souhaitait avoir une échelle centrée sur QVT et conditions de travail et finalement se détacher du modèle du stress, par exemple. Une autre échelle est intéressante, c'est l'ISQVT qui a été développé par Martel et Dupuis, qui s'appelle l'inventaire systémique de qualité de vie au travail. Alors cette échelle est assez intéressante également. Vous allez voir pourquoi, c'est parce qu'elle contient en fait 34 items. Alors ils appellent ça des sphères au lieu des dimensions, hein, mais c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux conditions de travail. Donc, par exemple, la sphère de la rémunération avec les avantages sociaux et les revenus,
Ce qu'ils appellent le cheminement professionnel, qui correspond tout simplement à l'évolution dans le travail, avec la question de possibilités de mutation, par exemple. Les horaires de travail, flexibilité, possibilité d'horaires adaptés. Aussi le climat avec les collègues, ce qu'on appelle les relations de travail, hein. Le climat avec les supérieurs, avec la question des interactions avec la direction, la question aussi de l'environnement physique de travail, hein, c'est ce qu'on avait vu préalablement sur les conditions matérielles, par exemple. La question aussi du support qui est apporté à l'employé par rapport à, je dirais, ses relations, par exemple, avec les syndicats. Et enfin, tous les acteurs hein, qui peuvent influencer par rapport à l'appréciation des tâches, comme par exemple l'autonomie, etc. Alors, cette échelle, en fait, est extrêmement intéressante parce que justement, elle prend en compte ce caractère particulier de la satisfaction au travail, qui est un écart entre ce que j'espère, ce que j'attends, ce que je désire, et ce que j'ai. Donc, elle a vraiment intégré ce point-là, sauf que, alors, la petite difficulté de cette échelle, c'est la manière de mesurer. Et je vous ai mis en dessous les différents pictogrammes hein, qui sont utilisés dans cette échelle, qui est en ligne hein, également. Alors, il y a, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais en tout cas, il y a en fait la prise en compte ici d'un cadran que le sujet va devoir remplir en manipulant une flèche, plusieurs flèches d'ailleurs, où il va positionner finalement la pire des situations, la situation en fait à laquelle il souhaite arriver et la situation à laquelle il est. Donc il manipule ces flèches pour dire il est éloigné ou pas de l'objectif. Et la deuxième chose qu'il va mesurer, c'est la vitesse avec laquelle le changement de sa situation peut arriver. Et ça, c'est ce deuxième cadran où il va pouvoir dire que finalement, il a le sentiment qu'effectivement, le changement, c'est assez lent, voire très rapide. Alors ça, par contre, ça demande un très grand nombre de mesures. Au final, pour la totalité de l'échelle, on arrive à plus de 100 hein, mesures, puisqu'il faut à chaque fois coter ces différentes parties. Alors ça, je trouvais un inconvénient, ça a été pour nous un inconvénient assez important de l'échelle qui, néanmoins, hein, est utilisée. Donc on est parti sur la question d'une mesure de qualité de vie au travail qui intégrait cette question de l'écart entre ce que je vis au quotidien, ce qu'on a appelé le vécu, ce que j'espère, qu'on a appelé les attentes, et les attentes dans un idéal. Et donc, on est parti un peu des représentations des salariés. Ça a été notre première entrée en disant, voilà, on a des dimensions au sein de la qualité de vie au travail, mais l'idée est de partir finalement de ce que les individus ont en tête, donc finalement de leur vécu, de leur ressenti par rapport à ces situations. Bien sûr, on a croisé avec des modèles existants, ça on a fait, mais au moins ne pas négliger des aspects du travail qui pourraient autrement nous échapper. Et ensuite, on a intégré ces dimensions dans une échelle. On a fait donc une standardisation de cette échelle. On l'a pré-testé, testé pour arriver au départ de 36 items jusqu'à 26. On a validé l'outil et on a ensuite déployé. Donc, ça a donné lieu à la réalisation de plusieurs publications et bien évidemment conférences. Alors tout d'abord, pour la mesure des représentations, on est parti d'une étude qualitative. Alors c'est vrai que c'est toujours intéressant de partir du qualitatif, voir un peu ce que cela reflète et pour voir s'il y a effectivement une convergence entre ce qu'on a dans les modèles et ce que les individus ont en tête. Donc on est parti sur un échantillon contrasté de 75 participants. L'idée était plutôt de voir l'éventail plutôt des différentes dimensions qui apparaissaient, plutôt que de quantifier. Hein. C'était juste de voir
qu'est-ce qui apparaît dans les représentations des salariés. Donc des entretiens de 60 minutes qu'on a terminés par des tâches d'association verbale qu'on fait assez fréquemment dans les études de représentation sociale. Ce sont des tâches qui consistent à évoquer des mots et ces mots réfèrent finalement à qu'on peut regrouper en thématiques en quelque sorte et qui permettent de voir comment qu'est-ce que les individus ont en tête à propos de QVT. Alors, je vous ai présenté ça assez rapidement, hein. Euh, donc dans les représentations sociales, on présente ça sous la forme de cadran. C'est un cadran à 4 cases dans lequel on va reprendre les mots avec la fréquence de citation et le rang un moyen d'apparition. Au plus le mot est fréquemment cité et précocement cité ou à un rang d'importance faible, puisqu'on classe du premier le plus important au dernier le moins important, au plus les mots sont supposés être centraux dans la représentation. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait on avait surtout dans le central des aspects liés aux relations au travail. Ensuite on lit le cadran de cette manière-là, ici en premier, en haut à gauche, puis en haut à droite. La reconnaissance, la confiance en bas à gauche, la compréhension, la sérénité, l'organisation du travail, et ensuite la question de l'épanouissement, de la communication, de la liberté, de l'autonomie, de l'écoute et de l'évolution. Ici, donc, on représente généralement sous la forme de nuages de mots. On a ensuite relié cela aux entretiens où on a fait une analyse thématique et où on a repéré en fait 6 dimensions à la qualité de vie au travail. Alors, il y a pas énormément de choses de nouvelles par rapport au modèle, donc ça c'était déjà intéressant de voir que sur les conditions de travail, bien, on s'y retrouvait. Donc on a repéré des aspects liés à l'environnement de travail, les espaces, les locaux, les matériels, comme les locaux adaptés, le matériel qui fonctionne, des bureaux spacieux. L'évolution professionnelle avec le changement de poste ou les promotions qui peuvent intervenir, comme la possibilité de mobilité, de bénéficier d'un avancement. Toute la dimension liée aux relations sociales au travail, avec la question de la communication, de la cohésion, de l'intégration, avec de bonnes relations avec les collègues. Le sentiment de reconnaissance et le soutien organisationnel, ça qui n'était pas forcément présent dans les modèles précédents, avec la question finalement pas que du contrôle at work comme on a dans la WorkCall, mais aussi le sentiment donc de participer à la prise de décision, du respect aussi de la part de la hiérarchie, une absence de pression et vraiment un sentiment d'être reconnu pour ce que l'on fait. Toute la partie organisation de travail qu'on a appelée caractéristiques des tâches et des conditions et l'organisation de travail. Et enfin, la partie, donc avec le rôle bien défini, qui fait quoi, comment, avec le temps pour réaliser le travail, apprendre de nouvelles choses, travailler ensemble, l'esprit d'équipe, etc. Et enfin, l'équilibre vie pro, vie perso, avec la question des horaires, de l'amplitude horaire, de l'intrusion ou pas du travail dans la vie personnelle. Donc ça fait déjà un premier aperçu de ce que l'on pouvait mettre au sein de notre échelle, donc en termes de dimension et derrière en termes d'items, c'est-à-dire quels items on allait pouvoir intégrer dans l'échelle. Alors ici, on a visé à intégrer ces différentes dimensions dans l'échelle pour avoir une standardisation et on a visé en fait la mesure pour pouvoir mesurer d'une part ce qui était attendu en termes de qualité de vie au travail et d'autre part ce qui était vécu. Donc on a appréhendé la question de la satisfaction en mesurant chaque item 2 fois. Donc on avait 26 items répartis en 6 dimensions et chaque dimension est alors on les appelait métadimensions où on compare l'attendu et le perçu et ensuite en termes de dimensions, bien les 6 dimensions que je vous ai données tout à l'heure. À chaque fois, l'échelle est présentée dans cet ordre-là, c'est-à-dire la métadimension attendue pour la dimension, imaginons, tâche et organisation de travail, et la même chose
ensuite sur la métadimension perçue. Donc, dans l'attendu, c'est dans l'idéal, est-ce que vous estimez que c'est pas du tout utile, à tout à fait utile d'avoir des espaces de travail imaginons des espaces de travail de grande dimension, d'avoir une salle de repos, d'avoir donc un certain nombre de points qu'on va repérer, dont je vais vous parler maintenant sur la question de l'environnement de travail. Et ensuite, en deuxième temps, pour ces mêmes items, on va demander dans quelle mesure vous estimez avoir, de pas du tout, de jamais à tout le temps, ces éléments présents dans vos conditions de travail. Donc du coup, on peut apparier, sans avoir à demander à l'individu la distance entre les deux, on peut apparier l'écart entre l'attendu et le perçu. Alors ça, c'est le premier intérêt de l'échelle Qualtra Scale. Et le deuxième intérêt, qu'on n'a pas encore complètement, pour l'instant, exploité, c'est qu'on utilise la hiérarchisation que l'on va voir en termes d'attendu pour pouvoir intégrer ça comme un coefficient de pondération qui va nous permettre de revoir la qualité de vie au travail perçue en hiérarchisant et en donnant plus de poids aux dimensions pour lesquelles les attentes sont les plus élevées. Je reviendrai là-dessus éventuellement. Alors ça nous a amené en fait, pour être encore plus clair, à distribuer les items sur ces 6 dimensions que l'on mesure une fois pour l'idéal, une fois pour le perçu. Pour l'idéal, c'est dans l'idéal, vous le jugez de inutile à utile, et pour le perçu, dans votre travail actuel, vous considérez avoir ces caractéristiques du travail de jamais à toujours. Alors voilà comment se présente la Qualtra Scale. Elle se présente sous la forme, alors elle n'est pas présentée comme ça bien évidemment, elle se présente sous la forme d'une série d'items qu'on a présentés dimension par dimension avec une cotation, une fois sur l'attendu, une fois sur le perçu. Par exemple, sur l'environnement de travail, c'est le fonctionnement des équipements, les équipements adaptés, et la question de la température de travail. Alors, elle apparaissait assez fréquemment au sein des entretiens, mais maintenant, avec le dérèglement climatique, on s'aperçoit que les bâtiments, en fait, sont de plus en plus un lieu, ou en tout cas une préoccupation de la part des salariés qui parfois sont amenés à travailler avec des températures de plus de 30 degrés dans les locaux. Deuxièmement, la dimension aménagement du temps de travail, pareil, avoir du temps pour réaliser ses tâches et missions, avoir la possibilité de gérer son temps, avoir des tâches ou missions spécifiques pour chaque individu, chacun à sa place et c'est ce qu'il doit faire, une quantité de travail raisonnable qu'on mesure sur l'attendu, le perçu. Je crois que maintenant vous avez compris le principe. Pour ce qui concerne maintenant l'équilibre vie pro, vie perso, ben voilà des exemples à nouveau. Un rythme de travail compatible avec la vie de famille, par exemple. Sur la dimension relation au travail, par exemple, avoir une bonne ambiance de travail, être intégré, avoir le sentiment d'être intégré dans une équipe. Pour la dimension reconnaissance, par exemple, avoir l'aide de la hiérarchie en cas de besoin, ne pas avoir de pression de la part de sa hiérarchie. Et pour la dimension évolution dans le travail, pouvoir changer de poste sans forcément changer d'entreprise, par exemple. Donc au total, 26 items que l'on va faire passer à chaque fois avec les deux mesures. Alors cette échelle, elle a été utilisée et elle a été déployée avec un questionnaire en ligne avec 1321 salariés que l'on a, qui sont distribués de la manière suivante, avec plus de femmes que d'hommes, un âge moyen de 33 à 34 ans, on va dire, un secteur d'activité qui était du public, du privé et du semi-public, également des cadres, enfin des non-cadres plus nombreux que des cadres,
Et on a mesuré pour chacun les deux métadimensions, le vécu et l'attendu, sur les 6 dimensions et les 26 items. Alors ça m'amène à vous parler du plus 1. On a intégré par la suite un 27e item à la Qualtra Scale, mais qu'on ne mesure qu'une seule fois, qui est la satisfaction globale, ce qu'on appelle l'overall. Et pour pouvoir mesurer la validité de l'échelle, eh bien, on a pris comme point de comparaison l'échelle WERCOL dont je vous ai parlé préalablement, qui contient 23 items plus 1, l'overall, et qui est distribué également en 6 dimensions. Alors, quelques propriétés psychométriques de l'échelle pour montrer que finalement, bon, déjà dans l'analyse factorielle exploratoire, ce qu'il est montré, c'est qu'effectivement, on a bien un modèle à 6 facteurs, c'est-à-dire on retrouve bien nos 6 facteurs nos 6 dimensions de l'échelle. Donc ça, on a une garantie. Alors, les tests qui sont présentés sont des tests de corrélation, hein, essentiellement. Ensuite, pour la dimension attendue, effectivement, on a une bonne, je dirais, un modèle qui est bien répliqué. Pareil pour la dimension vécue. Et quand on regarde pour l'analyse factorielle qui est confirmatoire, eh bien pareil, on retrouve notre modèle à 6 facteurs, mais avec, je dirais, une plus grande validité en quelque sorte autour de la dimension vécue comparativement à attendue. Donc globalement, les propriétés psychométriques sont, on va dire, remplies. Alors, sur la validité convergente, je vous ai remis la matrice de corrélation. Alors, vu qu'on est sur des échelles assez longues, l'essentiel, c'est de voir que, en fait, les corrélations sont fortes et positives sur la Qualtra Scale. Donc, on a toutes les dimensions, toutes les dimensions au sein d'une métadimension qui corrèlent fortement, puisqu'on a des p-values inférieures à 0,01. Juste sur la validité divergente quand on compare à l'échelle WERCOL. Alors, ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement, sur le vécu, sur la métadimension qualité due au travail vécu, hein, puisqu'on s'intéresse au vécu, à l'attendu et à l'écart. Alors sur l'attendu, on n'a pas, enfin je vous ai fait des corrélations, mais je ne fais pas de commentaires parce que en fait c'est pas ce qui est mesuré par la WERCOL, donc de fait on laisse de côté. Mais en tout cas sur le vécu et puis une note sur la question de l'écart, on s'aperçoit que voilà il y a une bonne validité divergente puisque à part la dimension évolution dans le travail qui ne corrèle pas avec le stress au travail, toutes les dimensions corrèlent fortement. Et puis, il y C'est la a... validité convergente, Edith. pardon, convergente, excuse-moi. Oui, pardon, Didier. Oui, tout à fait. Donc, on voit effectivement une bonne validité. Alors, maintenant, ce qu'on a retenu de ces propriétés psychométriques, c'est que effectivement, la métadimension vécue hein, de la Qualtra Scale mesure effectivement la même chose que la WERCOL. Grosso modo, on a une bonne adéquation entre les deux échelles. Par contre, sur la métadimension attendue, on voit que ça mesure autre chose, et c'était notre intention, hein, c'était d'avoir le point de référence. Par ailleurs, ce que l'on peut dire, c'est que sur la métadimension écart, hein, on voit qu'il y a effectivement des corrélations négatives entre les sous-dimensions de la métadimension écart de la Qualtra Scale avec toutes les dimensions de la WERCOL, à l'exception du stress au travail. Alors ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que quand effectivement l'écart est élevé, eh bien, on s'aperçoit que les mesures de stress au travail sur la WERCOL eh bien, sont corrélées positivement. Ça, c'est intéressant parce que de fait, ça veut dire que peut-être ce que l'on mesure en termes d'écart, ça a une relation avec le stress et peut-être est-ce une prédiction, en tout cas, du stress. Donc, on a on va dire, des traitements de données qui montrent qu'effectivement, il y a une bonne validité.
Alors, on a ensuite utilisé cette double mesure, et donc je vous donne des résultats à la volée, hein. Ne prenez pas ça vraiment comme les résultats définitifs, mais un peu à la volée pour montrer comment on peut traiter ces résultats avec ces mesures multiples. Alors, tout d'abord, on a en population générale travaillé sur l'effet du sexe, du statut, du secteur, et voilà ce qu'on peut en tirer. Et ensuite, je vous présenterai des choses qu'on a fait sur la population des personnels de santé. Alors, sur, par exemple, la QVT perçue, qu'est-ce qu'on peut en tirer, enfin, sur la comparaison homme-femme, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Eh bien, quand on regarde que le perçu, il n'y a pas, en tout cas sur notre échantillon de plus de 1200 participants, il y a pas de différence significative, c'est-à-dire les femmes et les hommes répondent de la même manière sur la dimension perçue. Mais quand on regarde au niveau de l'attendu et au niveau de l'écart, eh bien, les différences apparaissent, c'est-à-dire on s'aperçoit que les femmes ont un niveau d'attente plus élevé et du coup le gap entre le perçu et l'attendu donne une différence significative. Donc on pourrait dire qu'en termes de perçu, la perception est la même, mais en termes de satisfaction, elle est beaucoup moins bonne pour les femmes que pour les hommes. Vous voyez ce qu'on peut en tirer en termes d'intérêt. Alors, on a fait la même chose sur le statut cadre et non cadre. Ben, là, il y a une différence à la fois sur le perçu, sur l'attendu et sur, je dirais, l'écart entre les deux. Donc, effectivement, les non-cadres ont une moins bonne perception de leur qualité de vie au travail que les cadres. Bon, ça rejoint un peu la littérature hein, sur la qualité de vie au travail. Les non-cadres ont des attentes plus élevées que les cadres. Et par ailleurs, ben, l'écart, donc la satisfaction des non-cadres est moindre comparativement aux cadres. Mais en tout cas, on peut faire la différence entre ce qu'ils vivent et la satisfaction qu'ils en retirent. Troisième chose, le public, là c'est juste pour le petit clin d'œil, le public, le privé et le semi-public, eh ben, pas de différence sur aucune des mesures, ni sur le perçu, ni sur l'attendu et ni sur l'écart. Donc ça nous a un petit peu étonné. Alors c'est vrai qu'en semi-public, on en a moins, mais on a donc voilà plus de public d'ailleurs que de privé dans notre échantillon. Alors maintenant, en centre de soins hospitaliers, alors c'est in progress hein, ce que je vous présente parce que l'étude est encore en cours. On avait deux volets à notre étude et un volet plutôt qualitatif et un volet plus quantitatif. Et là, on commence un petit peu à exploiter les propriétés de la Qualtrascale pour pouvoir en tirer le maximum. Et puis après, je vous donnerai des points sur la question de, par la suite, ce qu'on en fait en termes de plan d'action. Alors, en unité de soins en centre hospitalier, voilà, j'ai essayé de décliner la même chose qu'on avait fait en population générale. Ce n'était pas l'objectif, mais je l'ai fait quand même pour les besoins de ma démonstration. Et notre objectif, par contre, c'était de montrer qu'il y avait des liens forts entre la qualité de vie au travail et ce qu'on a mesuré, c'est-à-dire l'ajustement relationnel ou la relation de soins avec les patients. Dit autrement, eh bien, les conditions de travail qui impactent finalement le travail des soignants et donc du coup cette possibilité de pouvoir prendre en charge les patients. Alors, je n'avais pas prévu une petite animation, mais elle y est, on va la prendre. Hop. Alors, on a interrogé 73 soignants au sein du CHU de Dijon. Alors, il y avait plusieurs services qui ont été inclus dans l'étude. De la cardio, de la gériatrie, de la chirurgie digestive, de la médecine interne. Alors, pourquoi tous ces services? Parce qu'il y a des services plus techniques, on va dire, hein, et des services plus relationnels. Hein. Et de fait, d'ailleurs, on va poursuivre le travail, puisqu'on va décliner, je vous en parlerai un petit peu plus tard, l'échelle Qualtrascale dans les réanimations de France, au sein de plusieurs hôpitaux en France, qui est un soin, donc en réanimation, c'est quand même des services assez techniques. On a interrogé des médecins, des internes, des aides-soignantes, des infirmiers, infirmières. Donc voilà, vous voyez la répartition de la population. Et
notre idée était de mettre en place la Qualtra Scale avec ces mesures dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, je vous présenterai dans les derniers résultats les liens avec l'échelle d'ajustement relationnel, qui est une échelle qui a été développée à Besançon par Florent Lheureux et collaborateurs, l'échelle de bien-être, qui est l'échelle de l'OMS, hein, là où on 5 items, l'échelle d'alliance thérapeutique, la WAY, qui a été développée par Mander et collaborateurs, et puis l'échelle de stress général, hein, la PSS 10, qui a été développée par Cohen et collaborateurs. Donc ça, pour vous montrer comment on peut relier la notion de qualité de vie au travail avec d'autres préoccupations. Alors, j'ai refait un peu le même synopsis comparé hommes-femmes et médecins, enfin médicaux-paramédicaux. Alors les résultats sont bon voilà peu intéressants, mais il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de différence. Donc ça, par contre, ça pourrait être aussi un intérêt. D'habitude, on a des différences entre femmes-hommes. Sur certaines dimensions, ce n'est pas le cas ici. Puis on avait une population de femmes plus élevée hein, que celle des hommes, mais ce n'était pas l'objectif de l'étude, mais ça vous montre ce qu'on peut en faire avec la Qualtra Scale. Donc pas d'effet ni sur l'aperçu, ni sur l'attendu, ni sur l'écart. Et là, par contre, on avait rentré le dernier item, ce qu'on a appelé la globale, hein, l'overall. Il n'y a pas d'effet non plus. Maintenant, sur les comparaisons entre médicaux et paramédicaux, la seule différence qu'on ait en termes de significativité, c'est entre les médicaux et les paramédicaux, c'est-à-dire les médicaux ont une meilleure qualité de vie au travail perçue globale par rapport aux paramédicaux. Donc voilà un peu ce que l'on peut faire en termes d'analyse, je dirais, des données sur le secteur de soins. Alors, ce qui était notre objectif, nous, c'était de travailler sur la question de la relation de soins entre soignants et patients et de montrer quels étaient les prédicteurs. Et voilà ce qu'on a obtenu hein, pour l'instant et à analyser de manière plus approfondie, c'est qu'on voit qu'on a un lien entre la QVT globale, la fameuse overall, et la relation de soins, une relation significative, de même que l'échelle de bien-être et d'alliance thérapeutique, donc là ça aurait été dommage qu'on n'en l'ait pas dans ce cas-là, une relation négative avec le stress et toutes les autres relations de dimension de la Qualtra Scale ne corrèlent pas de manière significative. Une autre analyse que l'on a réalisée avec des régressions, on va dire, multiples, qui me permettra un peu d'ouvrir le propos. On s'aperçoit qu'effectivement, la qualité de vie au travail globale, hein, donc le fameux item overall, corrèle bien avec l'ajustement relationnel, mais par contre que la QVT perçue uniquement donc l'attendue, je ne vous l'ai pas encore faite, et bien, elle corrèle bien avec, négativement avec le stress et positivement avec le bien-être. Donc globalement, on aurait un schéma hein, de ce type-là pour l'analyse globale des données. J'y reviendrai si besoin. Alors, ça m'amène un peu à conclure sur cette échelle. Donc, je pense que vous avez compris qu'on a essayé de pouvoir traiter l'analyse de la satisfaction par rapport au travail d'une manière plus indirecte que ce que l'on fait d'habitude, ce qui a pour nous présenté un intérêt. Au-delà, donc l'échelle est aujourd'hui mise en ligne, c'est-à-dire qu'en fait, on est capable aujourd'hui, grâce à un QR code, de pouvoir se connecter directement à l'échelle. Elle est remplie assez rapidement, hein, 8 minutes en moyenne. On peut mesurer la qualité de vie au travail perçue, et ça, dans une démarche de QVT, ça permet d'établir un diagnostic. On peut mesurer également, se focaliser sur la QVT, les dimensions de la QVT en termes d'attente. Et là, ça permet d'établir un plan d'action et je vous dirai comment on peut faire. Et enfin, on peut travailler sur l'écart entre les deux, ce qu'on peut appeler la satisfaction. Et là, l'écart entre les deux, ben, c'est un peu la marge de progression que l'organisation de travail va avoir. Alors, je vais vous décliner un peu ce que moi j'ai pu mettre en place de manière pratique, comme le disait Mathieu tout à l'heure. Eh bien,
j'ai pu accompagner, hein, par exemple pour l'Université de Bourgogne, on a fait la phase effectivement de diagnostic avec la Qualtra Scale qui était validée, il n'y a pas de souci. On a réalisé ces mesures-là et on est capable aujourd'hui de dire ben voilà où on en est au niveau du perçu, voilà où on en est au niveau des attentes et voilà où on en est au niveau de l'écart. Et comment a-t-on présenté les choses? Eh bien, clairement, on est allé constituer des groupes de travail sur les dimensions pour lesquelles l'écart était le plus élevé. Et ensuite, à partir de ces groupes de travail, en démarche participative, dont vous parlera Philippe Colomba dans dans le prochain webinaire, eh bien, on a pu véritablement interroger les personnes sur des solutions concrètes. Ces solutions concrètes ont été ensuite travaillées par rapport aux attentes les plus élevées et on a pu tout simplement établir un plan d'action avec des jalons précis qui ont permis de dire, ben voilà, il faut travailler plus tôt. Alors pour l'Université de Bourgogne, c'est essentiellement la reconnaissance au travail et l'évolution dans le travail. C'était les deux pour lesquels le gap était le plus élevé et les attentes les plus élevées. Donc là, c'est nos jalons principaux sur le plan d'action. Ensuite, on a déployé cette échelle dans plusieurs organismes. Donc, on l'a fait au ministère de la Justice, on l'a fait aussi à la PRR, c'est la Société des autoroutes, hein, Rhin-Rhône. On l'a fait également sur le secteur associatif avec l'association des pupilles de l'État, hein, l'association PEP, parents d'élèves, on dit d'habitude, des centres hospitaliers, mais également en EHPAD, donc on l'a décliné un petit peu partout, si bien qu'aujourd'hui, je dirais qu'on doit avoir sur la Qualtra Scale près d'un échantillon de 6 000 à 7 000 réponses. Elle est encore, actuellement, elle est en cours de déploiement dans différents services de réanimation en France, puisqu'on a conclu un partenariat avec la Société de réanimation en langue française. Donc, on devrait avoir 22 établissements sur lesquels on va pouvoir déployer l'échelle. Autre chose, on a mis au point une EVA, une échelle visuelle analogique de la QVT, à partir de notre échantillon et notamment même dans l'échelle en ligne, on est capable, tout simplement, quand la personne remplit, à la fin du remplissage, on lui dit vous êtes plus bas ou plus haut que le score de qualité de vie au travail de notre population témoin. Ça sert également pour pouvoir comparer ce que l'on a dans un établissement avec la population, entre guillemets, de référence. Et puis aujourd'hui, en cours d'analyse, on travaille un peu plus sur les aspects psychologiques qui pourraient être des facteurs qui peuvent soit modérer, soit médiatiser la question de la qualité de vie au travail. Et bien, par exemple, l'implication, la motivation ou prédire la qualité de vie au travail, le sentiment de justice organisationnelle. Donc ça, on est en déploiement depuis un certain temps et on va pouvoir, je pense, sortir des résultats sur des échantillons conséquents. Et puis voilà, comme je vous le disais, en cours maintenant, un coefficient de pondération qui est en cours de calcul pour pouvoir justement intégrer dans le perçu cette hiérarchisation des différentes dimensions par rapport à l'attendu. Donc effectivement, on peut coter sur une dimension que le perçu que l'on a est, imaginons sur notre échelle de 1 à 5, il peut être à 4, mais si la dimension n'est pas considérée comme étant importante, alors le 4 ne vaut pas le 4 d'une autre dimension pour lequel l'attendu est plus élevé. Voilà. Donc c'est toute notre réflexion aujourd'hui pour ce fameux calcul du coefficient de pondération. Voilà, j'en ai terminé pour ce qui me concerne. J'espère avoir été dans les temps. Merci beaucoup, Edith. Je pense que d'abord, tu as fait une très belle présentation, claire, parce que sur des notions qui sont un peu complexes aussi de psychométrie. Donc, c'est pas Oui. toujours évident, peut-être, pour les uns et les autres de suivre tout ça, mais je trouve que tu as fait preuve de beaucoup de pédagogie. Donc, déjà, merci beaucoup. Et puis aussi pour l'étendue du travail.